Bonjour à tous. Donc aujourd'hui dans le cadre du cours Enjeux contemporains du système de santé, moi je vais vous présenter un enjeu de mon choix, en fait, les infirmières praticiennes spécialisées. Donc j'ai commencé par vous décrire c'est quoi une infirmière praticienne spécialisée. Peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui connaissent pas vraiment la différence entre une infirmière praticienne spécialisée et une infirmière clinicienne, par exemple, ou une infirmière technicienne. Donc je vais m'assurer de bien faire la différence pour vous. Ensuite, je vais étaler des avantages et des difficultés à l'intégration des infirmières praticiennes spécialisées, surtout en première ligne. Et finalement, je vais finir avec quelques pistes de solutions pour faciliter leur intégration. Donc, qu'est-ce qu'une infirmière praticienne spécialisée? Donc, premièrement, il faut comprendre que c'est en première ligne, c'est une profession qui est toute nouvelle. En fait, leur intégration a commencé vers 2007-2008, donc oui, aussi tard que ça. Les lieux de pratique principaux, c'est surtout sur les unités de médecine familiale, dans les CLSC, groupes de médecine familiale, des cliniques réseau, des cabinets de médecine privée. Donc, afin qu'ils participent ou qu'ils exercent dans ces milieux-là, ça nécessite vraiment un accord écrit avec un médecin partenaire, dans le fond, qui accepte de prendre l'infirmière praticienne spécialisée un peu sous son aile, puis lui permet de pratiquer dans ces lieux-là. Donc, les infirmières praticiennes spécialisées, en fait, vont pouvoir intervenir auprès des clientèles jugées comme priorité 4 ou priorité 5. Donc, dans le fond, ils n'ont pas vraiment de formation en soins critiques ou en traumatologie aiguë. Donc, à ce moment-là, tous ces cas-là devront vraiment être traités par des médecins et non par une infirmière praticienne spécialisée. Donc, les activités principales, en fait, de l'IPS ou l'infirmière praticienne spécialisée, c'est vraiment tout ce qui concerne la prise en charge et suivi d'une clientèle 0 à 100 ans, donc vraiment tout âge, surtout en ce qui concerne les maladies chroniques, incluant les suivis de grossesse, puis incluant aussi des activités de promotion de la santé et prévention. Donc, pas juste des soins à ce moment-là. Il faut préciser que toutes leurs pratiques doivent être basées sur des données probantes. Ils ont aussi un rôle quand même important en ce qui concerne la formation, donc des autres infirmières praticiennes spécialisées, puis également tout ce qui concerne l'accompagnement en milieu clinique justement de ces nouvelles professionnelles-là, ainsi que la participation à des projets de recherche si jamais ils en ont l'occasion. Donc voilà. L'infirmière praticienne spécialisée aussi peut prescrire des examens diagnostiques puis réalise des interventions thérapeutiques en vue de guérir la personne. Puis, elle peut aussi prescrire même de la médication, donc agir en ce qui concerne la pharmacothérapie. Donc, l'IPS, en fait, se doit de demander l'aide d'un médecin, en fait, souvent le médecin partenaire ou le médecin référent, pour tout ce qui concerne des besoins ou des nécessités du patient qui dépassent ses compétences ou encore si elle soupçonne en fait que c'est un problème qui est non diagnostiqué en ce moment, donc pour vraiment émettre un diagnostic, ou aussi lorsqu'un cours de traitement n'a pas les résultats escomptés et n'est pas efficace. L'infirmière praticienne spécialisée, en fait, elle peut signer des papiers pour des arrêts de travail ou des demandes de convalescence, tout ce qui concerne des problèmes de santé courants n'excédant pas un mois. Donc, simplement pour définir c'est quoi une maladie chronique stable, en fait, c'est une maladie qui présente des caractéristiques suivantes. Donc, vraiment, qui a un diagnostic réel déjà établi par un médecin, puis également qui a un plan de traitement médical donnant certains résultats attendus. Donc ici, on voit quelques exemples, en fait, de maladies chroniques stables qui peuvent faire l'objet d'un suivi par une infirmière praticienne spécialisée. On y retrouve notamment diabète, hypertension artérielle, dyslipidémie, certains problèmes de santé mentale, les MPOC, également l'asthme ou des maladies coronariennes. Ici, je vous étale en fait quelques exemples de problèmes de santé courants, hein, comme des infections diverses, par exemple vaginite, otite, des gastroentérites, des infections urinaires, des verrues, également des traumatismes aigus mineurs, donc non sévères, donc une entorse par exemple, ou une morsure d'animal, une petite lacération superficielle de la peau.
Donc maintenant que vous avez compris en fait en gros c'est quoi le rôle de l'infirmière praticienne spécialisée, on voit qu'il y a beaucoup de différences entre ça et une infirmière clinicienne ou une infirmière technicienne. En fait, au-delà des études qui sont différentes, donc l'infirmière praticienne spécialisée va détenir une maîtrise, les infirmières cliniciennes vont détenir un bac, les infirmières techniciennes un DEC. Donc dans les actes réservés, on comprend que l'IPS a beaucoup plus d'autonomie dans sa pratique, si je peux dire, puis il va beaucoup plus du ressort de son raisonnement et de ses compétences. Tandis qu'une infirmière clinicienne, par exemple, pourrait avoir le droit de prescrire certains types de médications dans certains contextes, mais par exemple, tout ce qu'elle va prescrire va être régi vraiment par des ordonnances collectives déjà établies, dans le fond, par un médecin. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept d'ordonnance collective, en fait, c'est que ça va être un peu plus protocolaire, si on veut, comme raisonnement. Donc, le gouvernement, en fait, quand il a décidé d'introduire les IPS en première ligne, il y allait vraiment de 3 objectifs. Donc le premier objectif, ça c'était vraiment d'augmenter l'accessibilité puis d'améliorer l'accessibilité aux soins de première ligne, puis des soins de qualité. Deuxièmement, renforcer les structures de production de soins de première ligne, puis tout ça associé, dans le fond, avec une bonne continuité, puis une globalité de soins, dans le fond, de prendre la personne dans son ensemble. Et finalement, d'atteindre ces objectifs-là tout en maîtrisant puis en contrôlant plutôt l'augmentation des coûts. Donc, on sait qu'une infirmière praticienne spécialisée va être une personne qui va être salariée et non payée à l'acte comme les médecins, puis souvent va coûter moins cher de main-d'œuvre, si je peux me permettre. Donc, on comprend en fait que l'intégration de ces professionnels de la santé au sein du système de soins québécois déporte de nombreux avantages, notamment d'augmenter l'accessibilité, dans le fond, à la porte d'entrée du système, donc vraiment la première ligne, puis également assurer une meilleure continuité des soins. Donc, les IPS première ligne réussissent à avoir jusqu'à 6 patients par jour avec la technique sur rendez-vous, si on veut, donc par rapport au suivi des gens atteints de maladies chroniques. Puis, ils peuvent également faire du sans rendez-vous, mais en fait, ceci, ça limite la possibilité de prescription. Les IPS vont même pouvoir prendre en charge des patients des listes de clientèle orpheline, donc les GACO. Donc, en fait, ça va être attribué à un certain médecin, puis le médecin va référer, si c'est une maladie chronique qui est stable, à l'infirmière praticienne spécialisée. Par contre, il y a une nuance à apporter à ce point-là. En fait, c'est que l'infirmière praticienne spécialisée peut pas avoir trop de patients vulnérables à sa charge. En fait, il y a vraiment comme un quota selon les codes de vulnérabilité des GACO. Puis, en fait, c'est ça. Sinon, elle aurait besoin d'un plus grand nombre de médecins consultatifs. Puis souvent, les médecins sont comme un peu... on sait qu'ils sont débordés, mais ne veulent pas nécessairement prendre du temps, dans le fond, pour... Avant de continuer avec les désavantages et les difficultés d'intégration des IPS dans les milieux cliniques, en fait, ce qui se concerne le type, en fait, d'intégration de l'infirmière clinicienne dans les milieux de soins en première ligne. Donc, premièrement, il y a le modèle collaboratif qui peut être utilisé. En fait, c'est que ce modèle-là propose vraiment un médecin partenaire qui collabore étroitement avec l'infirmière praticienne spécialisée. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, par exemple, le médecin va lui référer des patients suivis de maladies chroniques stables, puis il travaille vraiment en réunion interdisciplinaire, tout ça, pour vraiment faire les suivis comme dans une vue d'ensemble puis dans une vue de collaboration. L'autre modèle qui est utilisé dans les milieux de soins, c'est le modèle un peu plus consultatif. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment l'infirmière qui a ses patients, le médecin qui a des patients, puis quand l'infirmière nécessite, en fait, l'aide du médecin, elle va aller vraiment demander une consultation du médecin. Donc, ça, c'est les deux modèles explorés présentement. Dans le dernier modèle, par exemple, il y a vraiment une limite à comment je pourrais dire, l'exhaustivité de la pratique de l'IPS. En fait, c'est que l'IPS va être obligé de pratiquer lorsque le médecin consultant est sur place. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que quand le médecin n'est pas là, elle ne peut pas pratiquer dans le milieu clinique.
Donc, on voit que ça freine beaucoup les choses pour l'infirmière praticienne spécialisée. De plus, malheureusement, il y a beaucoup de professionnels de la santé, en fait, qui sont pas au courant présentement de l'étendue de la pratique puis des compétences que peut avoir l'infirmière praticienne spécialisée, ce qui peut causer des grosses barrières au niveau de la collaboration, puis même au niveau des références. En fait, ça a été observé dans une étude clinique, en fait, qu'il y avait certains professionnels de la santé qui refusaient toute demande faite de la part d'un IPS de première ligne, en fait, même s'il y avait le nom du médecin partenaire, du médecin consultant sur la requête. Donc, on voit que ça bloque beaucoup la continuité des soins et la collaboration interprofessionnelle. De plus, il est observé que certains médecins, en fait, n'ont pas confiance en les capacités puis les compétences de l'infirmière praticienne spécialisée. Puis, ils disent souvent aussi qu'ils craignent de retrouver des erreurs d'ordre médical dans leur pratique. Finalement, on arrive au point où est-ce que dans le fond, comment qu'on pourrait améliorer l'intégration de ces jeunes professionnels dans les milieux cliniques. Donc, je vais vous étaler quelques pistes de solutions, en fait, pour faciliter leur intégration. J'ai divisé cette partie-là en 5 parties. Donc, premièrement, tout ce qui concerne la préparation de l'accueil de l'IPS en première ligne. Ensuite, la définition des rôles de tous et chacun, non seulement de l'IPS. Finalement, il y a aussi le développement d'un modèle de suivi de la clientèle, les pratiques collaboratives, ainsi que le soutien aux équipes qui accueillent des IPS en milieu. Donc, en ce qui concerne la planification de l'accueil de l'IPS, en fait, il faut avertir tout le monde qu'il y a une nouvelle professionnelle de la santé qui arrive dans le milieu, puisqu'en fait, l'intégration d'une IPS nécessite vraiment une réorganisation de tout le suivi de la clientèle, puis l'attribution de la clientèle, puis des rôles de tous et chacun. Donc vraiment, il y aurait les médecins, les infirmières, la direction des soins infirmiers, donc la DSI, la direction des services professionnels, excusez-moi, la DSP, les agents administratifs également. Donc tous ceux, il faut vraiment qu'ils soient au courant qu'il y a une nouvelle infirmière praticienne spécialisée qui va s'intégrer dans le milieu de soins, puis également c'est une opportunité pour clarifier, dans le fond, les rôles de celle-ci et ainsi que l'expertise qu'elle a dû développer au cours de son cheminement et de son parcours. Ce temps-là permet aussi d'organiser, dans le fond, les locaux que la jeune professionnelle va avoir besoin, ainsi que le matériel et les horaires pour celle-ci. Une planification, dans le fond, d'entrée en fonction, puis également un échéancier devrait être établi afin que l'entrée en scène de cette professionnelle soit facilitée le plus possible. Ensuite, il y a tout ce qui concerne, dans le fond, la gestion des rôles, puis la définition des rôles. Donc, c'est vraiment important que tous et chacun sachent dans quelle mesure il faut qu'ils interviennent auprès de la clientèle, par rapport à leurs besoins, puis vraiment se partager, savoir où commence le rôle, mais où termine aussi son rôle. Autant les médecins que les autres types d'infirmières, exemple infirmières cliniciennes en première ligne, que les autres professionnels de la santé qui œuvrent dans la première ligne. On dit que ça peut prendre jusqu'à 6 mois, entre 6 mois et 1 an, pour que vraiment l'infirmière praticienne spécialisée trouve sa place dans un milieu clinique, puis vraiment endosse son rôle en tant que professionnel de la santé. Il y a également toute la notion d'imputabilité des gestes de l'infirmière praticienne qui est importante de définir dans le fond avec le médecin partenaire, puisqu'en fait, lorsque c'est un patient qui est à la base attitré au médecin partenaire, il faut vraiment savoir où arrête l'imputabilité du médecin dans le fond, puis ça devient l'imputabilité de l'infirmière. Donc, c'est une question à clarifier avant l'entrée de jeu de l'IPS. En ce qui concerne maintenant le modèle de suivi, en fait, de la clientèle, il y a tout ce qui concerne le choix, comme je disais tantôt, d'un ou l'autre des modèles, donc soit le modèle vraiment conjoint ou collaboratif, où l'infirmière et le médecin prennent vraiment un groupe de patients puis agissent en collaboration par rapport à ce groupe de patients-là. Ou sinon, il y a vraiment l'autre modèle, comme j'ai expliqué tantôt, à titre consultatif. Donc, à ce moment-là, l'IPS consulte de manière ponctuelle le médecin. Donc,
les éléments à considérer, dans le fond, pour le choix de modèle, c'est vraiment les caractéristiques de la clientèle, puis l'expérience des différents professionnels de la santé, ainsi que le nombre d'IPS par médecin partenaire. Donc ça, c'est un autre élément à considérer, en fait. Ensuite, il y a tout ce qui concerne vraiment la pratique collaborative. Donc, c'est vraiment important pour une réussite de l'intégration de l'IPS en première ligne que ça soit fait de façon collaborative. Donc, vraiment, pour viser un modèle de synergie, il faut vraiment se fier aux habiletés, aux connaissances spécifiques de chaque professionnel, autant de l'infirmière que du médecin ici dans ce cas-là. Puis, c'est pas quelque chose qui se fait d'emblée, la collaboration, c'est pas quelque chose qui est naturel. Les gens sont souvent résistants au changement. Donc, c'est vraiment important pour ceux qui ont un rôle administratif puis un rôle de cadre, d'encadrement dans le milieu clinique, vraiment un leadership positif clinique. Il faut qu'ils prennent du temps puis qu'ils trouvent des moyens justement afin de favoriser cette collaboration-là. Donc, autant par des rencontres multidisciplinaires ou d'autres moyens de communiquer. Aussi, en se basant sur vraiment la clientèle et leurs besoins spécifiques, on voit que la collaboration a souvent tendance à se faire de façon facilitée, puisqu'ils ont tous un objectif. Dans le fond, tous les professionnels ont un objectif commun. Puis finalement, c'est vraiment important d'obtenir un soutien pour les équipes qui accueillent des IPS dans leur pratique en première ligne, autant au niveau du soutien clinique, du soutien de la pratique des infirmières praticiennes spécialisées, ainsi que le développement du modèle de collaboration, puis vraiment au niveau systémique aussi, afin de résoudre les problèmes ou les embûches que les professionnels vont rencontrer au fil de leur parcours. Donc, on comprend que l'intégration d'une nouvelle professionnelle qui a des rôles qui chevauchent un peu la pratique médicale peut être assez ardue au niveau de l'intégration, même malgré les avantages. Souvent, les gens vont être réticents à partager, si je peux dire, leur pratique. Et donc, l'important, c'est vraiment de laisser le temps aux gens de s'habituer justement à la nouvelle structuration des soins de première ligne, puis également de favoriser le changement en accent sur les bienfaits qu'il y a sur la population, justement, exemple l'augmentation de l'accessibilité et d'autres avantages qu'on a vus précédemment. Donc, j'espère que la petite capsule vidéo sur les infirmières praticiennes spécialisées en première ligne vous a plu, en ce qui concerne la pratique au Québec, du moins. Puis, j'espère que ça vous a porté à réfléchir également. Donc, j'ai très hâte d'entendre vos questions et merci énormément pour votre écoute.